Bonjour et bienvenue à tous. My name is Russell Kelly. I am Vice President of the Alliance Française Miami Metro and the curator and moderator of this winter's Zoom series on the making of the great museums of Paris from 1900 until today. This follows our previous Zoom series during the winter of 2024, tracing the history and heritage of the extraordinary museums that were established in Paris during the Revolution and continuing through the end of the 19th century. And today we continue the story over the past 125 years with a lecture, the fifth in this winter series, by Alexandre Gady, director of the Mission of Prefiguration of the Museum of the Great Century in Saint-Cloud, just west of Paris, which is scheduled to open in 2028. But before we get started, a reminder that we are using a Zoom webinar format, which means that you can only see the guest speaker. Please use the chat line to communicate with all participants. Give it a try and tell us where you're listening from. We also ask you to use the Q&A icon at the bottom of your screen to ask questions, and they will be answered by our speaker at the end of his talk. Please note that we will send you a recording a few days after each talk in the series. Alexandre's presentation will be en français. The Zoom webinar application has a new feature that allows each viewer to change his or her screen to see simultaneous subtitles of the speaker's talk in a variety of languages. The captions are not automatic. You have to change your own screen settings in order to get them. Here is what you have to do to take advantage of this feature. And I note that these instructions that I'm about to read will also be included in the chat function, so you can follow them after I read them. So in the meeting controls toolbar at the bottom of your screen, at the very bottom, click on the Show Captions icon. If you don't see the show captions icon, you may have to click on the More icon, which will then show you the captions icon. After the Show Captions icon, you click on the up arrow icon. And then under the Captions and Translation, enable translation and select the language you wish the captions to be translated into. Once again, you will find these instructions in the chat function. So this program is presented by the Alliance Française Miami Metro and the Alliance Française de Chicago, with communication support from the Federation of Alliance Française USA, which oversees the more than 100 chapters of the Alliance Française all across the United States. So it is my pleasure to introduce today's speaker, Alexandre Gady. Some of you will recognize Alexandre from last year when he gave an excellent presentation about the Sorbonne Chapel as part of our World Monuments in Paris series. Alexandre is a very accomplished art historian and a very busy man. He first studied history, then the history of Paris, then the history of art, in which he has a doctorate. He's taught at the Sorbonne, the École du Louvre, and the Institut des Études Politiques, among other institutions. He's written about 15 books about architecture in and around Paris, including books about the Marais, the Place des Vosges, the Hôtel de Sully, the Latin Quarter, the Hôtel de la Marine, the Louvre, Notre Dame, the Jardin des Plantes, and Versailles, all available on Amazon. He served as an expert on many commissions, including on the National Commission of Heritage and Architecture, the Municipal Commission of the Old Paris, and the Scientific Commission of World Monuments Fund, France. And since 2019, very significantly, he has been the director of the Mission of Prefiguration of the new Musée du Grand Siècle, the Museum of the Great Century in Saint-Cloud, just west of Paris. And we're delighted that Alexandre is taking time out from his busy schedule to tell us the story of creating this new museum from scratch. And as I mentioned earlier,
His presentation will be en français. À toi, Alexandre. Thank you so much, Russell. Merci beaucoup de cette invitation. C'est moi qui suis honoré que vous m'ayez à nouveau proposé de vous parler euh, aujourd'hui dans cette conférence d'un sujet qui me tient à cœur, puisque j'ai la chance, effectivement, depuis 2019, de diriger une mission qui est chargée de créer un nouveau musée et de l'ouvrir au public en 2028, c'est-à-dire une aventure assez extraordinaire dans la vie d'un chercheur et d'un professeur. Je vous prie d'excuser à ce sujet le fait que je n'ai pas voulu faire une conférence en anglais pour des raisons de temps de préparation, et ça m'évitera de massacrer la langue de Shakespeare et de Mark Twain. Donc je vais rester en français, toutes les images sont sous-titrées en anglais, et il y a donc cette nouvelle application. Certains critiquent l'intelligence artificielle, mais il est clair qu'elle a de grands avantages, et notamment sur le plan des langues et de la communication entre nous. Créer un nouveau musée, c'est une histoire tout à fait étonnante et je remercie encore Russell d'avoir accepté d'inclure cette conférence dans ce cycle magnifique sur les grands musées de Paris parce que nous ne sommes pas encore ouverts, nous ne sommes pas dans Paris, juste à côté, à l'ouest, je vous montrerai une carte tout à l'heure, et de partager avec vous cette aventure extraordinaire. Je voudrais dire aussi l'importance pour moi euh, de cette aventure dans une conception plus large de l'état de la société. La France est un pays, vous le savez peut-être, très endetté, qui a de graves difficultés financières. Tout va mal, tout le monde se plaint. Et puis, bien sûr, la situation internationale n'est pas très encourageante non plus. Le musée, c'est un lieu de civilisation où on est capable de réfléchir, de s'émouvoir, de partager des choses entre les publics différents qui viennent. Et dans le chaos généralisé, peut-être que c'est un moment important sur le plan de la civilisation. C'est comme ça, en tout cas, qu'il a été pensé par les créateurs du musée qui ont voulu cette nouvelle et important établissement ouvert au public. Alors je vais vous expliquer comment on fait, pourquoi ce musée est apparu dans le paysage, comment on fait aujourd'hui pour construire un musée, et comment on va raconter une histoire. En l'occurrence, cette histoire, c'est celle du XVIIe siècle. Le grand siècle en France, ce n'est pas le siècle des Lumières, ce n'est pas le XIXe siècle, le siècle de l'industrie, c'est vraiment le XVIIe siècle, c'est-à-dire, pour faire vite, le siècle de Louis XIV, comme on le disait à cette époque. Je vais rendre d'abord hommage à l'homme qui est derrière la création de ce musée, puisqu'il s'agit d'un grand historien d'art, Pierre Rosembert, connu très largement au-delà des frontières françaises, membre de l'Académie française, et qui est un historien d'art, ancien directeur du Louvre, qui travaille beaucoup sur la peinture française du XVIIe siècle. Il pose ici avec sa célèbre écharpe rouge devant le tableau qui est l'autoportrait de Nicolas Poussin au Louvre, puisqu'il considère Poussin comme un artiste majeur, peut-être le plus grand peintre français, dit-il. Et il vient d'ailleurs de consacrer une monographie complète des tableaux de Poussin qui va sortir dans quelques jours aux éditions Flammarion. Je fais de la publicité, ça ne me rapporte rien. Et Monsieur Rosembert est issu d'une grande famille juive de la bourgeoisie munichoise qui a fui le nazisme en 1933 et qui s'est installé à Paris. Il est né donc à Paris en 1936. Il a aujourd'hui 90 ans, il est toujours aussi alerte, vivant, pétillant, extraordinairement curieux de tout. C'est un homme qui aime rencontrer des grands chercheurs de sa stature, mais aussi des jeunes étudiants pour savoir ce qu'ils fabriquent. C'est un des seuls conservateurs de musées d'art ancien qu'on rencontre dans des galeries d'art contemporain. Il a une passion notamment tout à fait étonnante pour de grands artistes contemporains, quelquefois même des artistes qu'on n'imaginerait pas compatibles avec le goût ancien. Donc il y a chez lui vraiment une gourmandise et une curiosité. C'est un personnage qui vous voyez ici dans trois positions différentes. À gauche, un homme presque public qui reçoit chez lui sous un tableau de Simon Vouet, qui est sa plus belle acquisition, tous les jours, des écrivains, car il est à l'Académie française, des ministres, des anciens ministres, des chercheurs, des collègues, bref, une maison ouverte. Au milieu des livres, des tableaux et avec un chat qui est la vraie vedette de la maison. À gauche, à droite, pardon, vous le voyez en haut dans sa galerie de tableaux, c'est le collectionneur, pas seulement l'homme public, mais aussi
le collectionneur, car depuis l'âge de 13 ans, il achète des œuvres d'art. Il a commencé par des gravures, et puis ensuite, il est passé au dessin, au tableau. Et pour finir, vous en apercevez quelques éléments sur la photographie si vous regardez les meubles, des animaux en verre de Murano, qui sont la plus grande collection au monde aujourd'hui d'animaux en verre de cette production de Venise, qui est souvent aujourd'hui, vous le savez peut-être si vous êtes italien de cœur ou de voyage, une production fabriquée en Chine ou à Taïwan. Mais ici, ce sont bien sûr des vrais objets fabriqués par des familles de souffleurs de Venise. Et puis en bas, tout en bas à droite, le chercheur. L'homme qui doute, c'est une photographie très touchante. Il est surpris en train de travailler par sa photographe et on voit qu'il est interrogatif. Au milieu de tonnes de papier, de livres, il est en train d'écrire un article, de travailler, de réfléchir. L'histoire de l'art, c'est une matière en mouvement, avec des découvertes dans les archives, et pas seulement un discours mondain sur les œuvres. Donc, cette personne-là, avec cette expérience de la direction d'un grand musée, cet œil gourmand du collectionneur, ce chercheur, a accumulé des milliers d'œuvres d'art chez lui et une énorme bibliothèque. Mais il n'a pas d'enfant et au soir de sa vie, mais de son vivant, il a souhaité tout donner pour que le public puisse profiter de ce qu'il a accumulé. Donc il y a une générosité incroyable et je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que sans lui, bien sûr, le musée n'existerait pas. Il a été vraiment, par cette générosité, celui qui a permis que le musée du grand siècle existe. Alors, dans sa collection, il y a beaucoup de choses. Et des choses qui sont peut-être d'ailleurs pas tout à fait accordées les unes aux autres, parce qu'il n'a pas collectionné dans l'idée de faire un musée ou de faire quelque chose de cohérent. Il a collectionné de manière compulsive, gourmande, avec quelquefois des achats qu'on ne ferait pas dans un musée, bien sûr, mais aussi quelquefois des chefs-d'œuvre. Et puis surtout, toujours des tableaux, des dessins qui ont des rapports entre eux, qui sont liés à des passions qu'il a. Par exemple, les dessins d'écrivains. Les écrivains sont aussi quelquefois des artistes. Euh, des dessins qui travaillent avec des tableaux, des dessins préparatoires, des tableaux dont les sujets sont complexes. Il aime les sujets compliqués parce qu'il faut réfléchir, il faut travailler, il faut chercher la solution. Je vous ai mis trois exemples des trois corpus de la collection que nous avons aujourd'hui dans le musée. Et il nous a donné 700 tableaux. Vous avez à gauche un tableau de Charles Lebrun, le peintre de Louis XIV, qui représente Saint Louis en prière. Donc un tableau qui représente un personnage du Moyen Âge très important pour la famille royale, puisque c'est le saint protecteur, le saint patron de la famille royale. Mais je vous ai indiqué également les dates qui sont à côté des chiffres des œuvres, pour que vous compreniez que M. Rosenberg n'est pas du tout un collectionneur d'une seule période. En fait, il aime tellement les arts, il aime tellement les artistes, qu'il collectionne aussi bien du XVIe siècle, de la Renaissance, du XVIIe, du siècle des Lumières, du siècle de l'industrie et même du contemporain. Alors, quand j'ai mis XXe siècle, c'est première moitié du XXe siècle, hein. Il aime plutôt les choses encore figuratives, l'école de Paris, jusqu'à la grande bascule des années 50. Aussi parce que à partir des années 50, l'art contemporain atteint des prix qui sont pas du tout du niveau de sa fortune. C'est pas un homme richissime, c'est un homme qui, avec un peu d'argent, beaucoup de connaissances, beaucoup de goût, l'œil et la chance, qui se travaillent, hein, eh bien, a pu faire cette collection depuis les années 50. Au milieu, vous avez un dessin de Jacques-Louis David, 3500 dessins offerts au musée. 3500 dessins, c'est la collection la plus belle que nous ayons grâce à lui. Et ce dessin de David, il est préparatoire à un tableau du Louvre, Brutus faisant exécuter ses fils. Un tableau, et ce dessin, vous l'avez peut-être vu, puisque nous l'avons prêté au Metropolitan Museum de New York il y a 2 ans, dans la grande exposition David de notre collègue Perrinstein. Et donc, nous avons la chance d'avoir des dessins très importants. Et puis, vous voyez un petit clin d'œil, mais c'est important puisque nous avons aussi des animaux en verre de Murano. Je vous ai mis un petit éléphant Art déco. C'est un éléphant qui a été fait par un immense artiste italien qui s'appelle Napoleone Martinuzzi. Et bien, je l'ai mis aussi parce que, bien sûr, on se dit c'est pas très sérieux, c'est un peu comme un joke. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est une collection qui renvoie au patrimoine verrier de la ville de Venise, qui n'est pas que le patrimoine des lustres très célèbres qu'on voit dans les grandes maisons. Et je l'ai mis aussi pour vous provoquer parce que des trois œuvres qui sont devant vous, la plus chère, celle qui coûte le plus cher en assurance, c'est le petit éléphant. Il vaut plus cher que le tableau et le dessin de David réunis. Donc il faut faire attention au jugement.
Lorsque Monsieur Rosenberg nous a donné cette collection, beaucoup de gens m'ont dit, surtout, surtout, tu te prends pas les animaux qui sont des choses affreuses. Mais quand on reçoit une donation, ce n'est pas au conservateur du musée de dire ça j'aime pas, parce que ce n'est pas lui qui constitue la collection. Donc, pour moi, c'était impensable de ne pas accepter la totalité de la donation de Rosenberg, car ça aurait été une trahison pour l'esprit du collectionneur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une collection aussi variée, aussi compliquée au fond et aussi originale? Alors, on a cherché trois lignes de force que vous avez ici. D'abord, pour rendre hommage quand même au spécialiste du XVIIe siècle, qu'est Monsieur Rosenberg, on a choisi de prendre le parti de faire un grand musée de civilisation qui se présente comme un portrait de la France du XVIIe siècle, dans tous ses aspects. C'est pas un musée des beaux-arts avec des belles œuvres, de la délectation seul. C'est aussi un musée, pardon, le lapsus est intéressant parce que il est construit comme des chapitres qui se présentent comme une approche thématique dans 24 salles qui permettent d'appréhender ce que pouvait être la France d'il y a 400 ans, hein. Maintenant, c'est très loin de nous, tout ça. Et beaucoup de gens ne savent plus rien de toutes ces époques, hein. C'est presque aussi obscur que l'Antiquité pour des gens d'aujourd'hui qui croient que la France est née avec les années 60. Et donc, ça m'intéressait de montrer, à partir de la donation, on m'a demandé de faire ce projet, de montrer un musée autour d'une époque, et c'est un type de musée très courant, hein. Il n'y a pas là une grande innovation. Si vous connaissez les grands musées français, vous avez le musée du Moyen Âge, comme vous avez un musée des Cloisters à Paris, à New York, musée de la Renaissance, musée d'Orsay pour le 19e. Donc voilà, il manquait le 17e siècle, même s'il y a le château de Versailles qui raconte une histoire, mais il ne raconte qu'une histoire royale parisienne et pas une histoire nationale avec des paysans, des artisans, des bourgeois des villes, avec des questions très complexes comme la philosophie, la religion, la gastronomie, la santé, la science. Tout ça, ça fait partie d'une approche thématique de l'époque qui nous intéresse, le grand siècle. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait de toutes les œuvres de Monsieur Rosenberg qui ne sont pas 17e siècle? Eh bien, là, il me paraissait important de lui rendre hommage non plus seulement comme intellectuel des musées, mais comme collectionneur accumulateur. Il a une formule d'ailleurs assez amusante. Il dit qu'il est un brocanteur. Bon, c'est évidemment de la provocation, il a beaucoup d'humour. Et donc, je voulais qu'on lui rende hommage aussi dans cette question-là. Donc, on a choisi de reconstituer, au fond, son appartement. Alors bien sûr, c'est plus petit, c'est mieux présenté parce qu'on ne peut pas mettre des tableaux au sol comme chez lui. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de livre par terre. On va faire une présentation muséale, mais l'idée c'était vraiment de pouvoir offrir au public, dans une deuxième partie du musée, un espace plus intime qui rend hommage au collectionneur qu'est Pierre Rosenberg et qui, dans 5 pièces successives, comme un appartement, avec la salle à manger, le salon, une bibliothèque, que sais-je, montre un accrochage complètement différent, avec beaucoup d'œuvres, comme chez lui, très dense, bref, qui soit plus proche de l'esprit de la collection, alors que le musée du Grand Siècle, lui, est plus un musée pour apprendre au public une époque, avec une base d'histoire assez forte. Là, on est plus dans la délectation, dans le cabinet des collectionneurs. Et on attend d'autres donations. Alors, je ne vais pas vous demander cet après-midi de me donner vos tableaux, mais on devient un peu insolent avec le temps. Mais en réalité, bien sûr, on a déjà d'autres donateurs qui trouvent que cette démarche de garder toutes les œuvres ensemble et d'essayer de s'approcher de leur esprit d'accrochage chez eux, eh bien, c'est intéressant. Et donc, on a 2 donations qui vont être faites. Et on a peut-être une donation américaine, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et puis, la troisième chose qui me paraissait importante et qui était une demande de Pierre Rosenberg, c'était vraiment de consacrer du temps et de l'énergie à faire un centre de recherche. Beaucoup de musées ont des centres de recherche. Un des premiers qui a donné le modèle, c'est le Getty Research Institute de Los Angeles. Et aujourd'hui, plein de musées décident d'avoir un centre de recherche. Nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on pouvait le faire dès le début. Et dès le début, on a articulé le centre de recherche avec le musée et le cabinet des collectionneurs. Dans ce centre de recherche, on a la chance d'avoir les 3500 dessins qui se consultent bien sûr dans une pièce spéciale. On ne peut pas accrocher les dessins dans un musée parce qu'ils souffrent de la lumière, donc on est obligé de les garder dans des tiroirs, dans des boîtes. Mais on avait aussi la chance d'avoir la bibliothèque, 40 000 ouvrages. 40 000 ouvrages. C'est une bibliothèque.
elle est toute prête et elle est très importante pour les étudiants français parce que dans la bibliothèque de Monsieur Rosenberg, il y a des livres du monde entier. Il n'y a pas seulement des livres français, italiens, qu'on trouve peut-être plus facilement dans les bibliothèques françaises, mais il y a des livres américains, anglais, allemands, parce que Monsieur Rosenberg est allemand d'origine et il parle allemand. Et donc, il a reçu du monde entier des livres qui, parce qu'il était polyglotte, font de lui vraiment un amateur très éclairé avec des livres qui, quelquefois, sont introuvables en France autrement qu'ici. Donc, ça va être vraiment ouvert au public pour les chercheurs. Et puis on a ces boîtes d'archives. Il a collectionné aussi une documentation de travail, 1500 boîtes d'archives. Voilà. Donc tout ça fait qu'avec des bureaux de chercheurs, des salles de séminaire, on peut vraiment offrir un équipement destiné aux historiens, aux chercheurs français et étrangers. Et donc vous voyez que ces trois entités, elles sont bien articulées entre elles. La première, c'est pour le grand public qui a besoin de connaître, d'apprendre quelque chose sur le XVIIe siècle. Deuxième entité, c'est plus intime, avec un rapport plus charnel à l'art et à la peinture. Et puis la troisième entité, c'est vraiment là la recherche fondamentale, les découvertes, les publications, la République des lettres, la République des savants, comme on disait sous l'Ancien Régime. Alors tout ça n'aurait pas été possible si Monsieur Rosenberg n'avait pas rencontré un homme politique capable de comprendre ça. Ce n'est pas une donation à l'américaine, vous savez, où un milliardaire américain donne sa collection à un musée, on construit une aile qui porte son nom, avec des salles qui portent son nom, tout ça. C'est pas la méthode française et Monsieur Rosenberg n'avait pas cette fortune. Il a donné la collection de son vivant. Mais il n'a pas donné d'argent, pas donné de maison, pas donné de terrain. Il fallait donc trouver une collectivité. Ça aurait pu être l'État français, mais l'État français est ruiné. Et donc il a fait une rencontre presque alchimique avec un personnage qui est à gauche sur la photographie, Patrick Devedjian, qui était le président d'un département français. Alors, la France est divisée depuis la Révolution en départements, il y en a 100, et ces départements sont plus ou moins riches, plus ou moins proches de Paris. Celui-ci est collé à Paris, et c'était un des départements les plus riches de France. Je parle au passé parce que le département aussi aujourd'hui a des difficultés financières comme toutes les collectivités françaises. Et donc, Patrick Devedjian était en fait non seulement un grand homme politique, qui avait été ministre, député, mais il était aussi un intellectuel, ami de Raymond Aron, qui était son maître, proche des grands historiens d'art français, amateur de Poussin, collectionneur lui aussi de dessins et de tableaux. Donc la rencontre entre Patrick Devedjian et Pierre Rosenberg, elle a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, la photographie est prise dans le bureau du président Devedjian quelques semaines avant sa mort, parce que malheureusement, il est mort au début de l'épidémie de Covid. Il est mort du Covid et on a travaillé ensemble pendant un an, mais il avait tellement d'énergie, de vision, qu'il a réussi à ce que le musée existe après sa mort et c'est son successeur, le président Sifredi, qui est mon patron aujourd'hui, qui a signé la donation avec Monsieur Rosenberg. Vous voyez, le notaire a encore un masque sur la figure parce qu'on est toujours pendant le Covid et l'acte de signature, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, fait 1000 pages parce que toutes les œuvres sont décrites évidemment. À partir du moment où le stylo est posé, la collection devient publique. Et en France, il y a une loi qui est différente des États-Unis. Et la collection est inaliénable. On ne peut pas la vendre, la découper, la partager. Elle est inaliénable. Et donc, ça devient une propriété publique. Et vous avez peut-être vu que le regard de Monsieur Rosenberg sur cette photo n'est pas le même que sur la photo avec Patrick Devedjian. Là, il est très complice, il sourit. Là, il est un peu perdu. Parce qu'évidemment, donner de son vivant, ça veut dire qu'il sait qu'un jour, on va venir chez lui et on va tout vider. Et il va se retrouver avec un appartement vide, un appartement japonais, zen, mais pas l'appartement qu'il a toujours connu, comme vous avez vu sur ma photo, avec des tableaux, des objets, des meubles, des livres. Tout ça va être vidé, littéralement vidé dans un an et demi maintenant. Et c'est un moment, évidemment, qui sera très complexe à gérer sur le plan psychologique pour lui. Mais c'est aussi la facture de cette extraordinaire générosité. Il ne donne pas après sa mort, mais il donne de son vivant et il veut voir ce musée. Donc c'est vraiment la rencontre, si je devais résumer en une phrase, c'est la rencontre d'une générosité et d'une vision politique. Patrick Devedjian était un démocrate qui croyait que le citoyen a besoin de la culture, non pas comme un accessoire, comme on va voir un match de foot, on regarde une émission en famille, on mange un bon plat, et puis on regarde un musée. Non, il pensait que la culture était au cœur de la formation du citoyen. Hein, c'est un élève de Raymond Aron, le grand intellectuel français des années du général de Gaulle, celui qui a eu toujours raison contre tous ceux qui se sont trompés, et notamment son vieux copain Jean-Paul Sartre.
qui a été contre tous les totalitarismes, qui a été pour la société de l'intelligence et pas de la société de la violence. Et donc, pour Patrick Devedjian, la culture, c'était absolument nécessaire. Et tout l'argent qu'il avait dans ce département très riche était pour la culture. La musique, les musées, les parcs, la sculpture contemporaine dans l'espace public, tout ça, il s'en est occupé avec une passion et une énergie extraordinaire. Et c'est ça que on voit sur cette photo de gauche, et c'est ça qui a amené la création du musée. Alors voilà, Paris, avec cette forme de cerveau, comme a dit un célèbre écrivain, et puis les trois petits départements qui entourent Paris et qui ont été créés par le général de Gaulle. Ce ne sont pas les départements de la Révolution. Il y avait un autre département qui a été coupé en morceaux, c'est pas très intéressant, je développe pas ce point. Mais voilà, je vous ai juste indiqué que nous nous trouvons à côté de Paris. Alors, c'est un peu un jeu entre nous parce que si vous connaissez les Parisiens sont très snobs et au fond, ils sont un peu comme les New-Yorkais de Manhattan. Sortir de Manhattan, c'est très compliqué. Bah, pour un Parisien, aller dans un musée qui est en dehors de Paris, c'est très compliqué. Donc voilà. Est-ce qu'on aura beaucoup de visiteurs parisiens? On l'espère, mais il y a quand même une ligne de métro. Mais voilà, c'est pas Paris, c'est vraiment à l'ouest de Paris à Saint-Cloud. Voilà le site de Saint-Cloud. Vous voyez que c'est un site en bordure du fleuve, de la Seine, et avec un grand parc qui est le parc euh, qui a été créé pour le frère de Louis XIV. Donc on est dans un parc du XVIIe siècle, un parc de le nôtre. Et nous sommes ici puisque le président de Végian, qui avait des grandes ambitions pour le musée, même si malheureusement il est mort maintenant, il m'avait dit, je veux faire un très grand musée, pas un petit musée. On aurait pu faire une toute petite chose très sympathique, hein, qui aurait eu un petit public de savants, de connaisseurs. Lui, il voulait que tout le monde vienne, les enfants, les Français, les nouveaux Français, les touristes, tout le monde. Voilà. Et donc, ce bâtiment, très grand, c'est une ancienne caserne royale. Donc, il nous a installés là, il nous a dit, voilà, c'est votre terrain de jeu. Et puis, comme on savait que le projet allait durer assez longtemps, parce qu'un musée, ça ne se crée pas en un an, 2 ans, 3 ans, hein. Ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille night and day, presque, on peut dire. Et ce que vous voyez là, c'est un petit bâtiment, alors qui n'a rien à voir avec la caserne que je viens de vous montrer. Là, on est dans le sud du département. C'est un département qui a une forme un peu curieuse, et donc le nord et le sud sont très séparés. Et ce bâtiment, c'était un petit château du XVIIe siècle dans un parc qui appartenait au département. Et on nous l'a donné pour commencer l'aventure. C'est-à-dire, c'est là qu'on a présenté au public les premières acquisitions, les restaurations de tableaux. On a fait des expositions autour de Monsieur Rosenberg. Et on a présenté la maquette du projet d'architecture. Bref, une sorte d'introduction à notre projet. Et ce bâtiment se visite aujourd'hui, il est ouvert au public gratuitement. Et à la fin de l'année 2026, à la fin de cette année, on va le fermer et on va préparer le départ à Saint-Cloud. Donc il y a ces deux espaces qui nous sont affectés. Et ça aussi, c'est le président de Végian qui l'a voulu. Donc il souhaitait qu'on puisse, dès le début de l'aventure, présenter quelque chose au public, montrer ce qu'on fabrique. Parce que c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent public, il est précieux et donc il ne faut pas faire les choses secrètes, tout doit être montré et c'était l'esprit dans lequel on a travaillé. Alors, évidemment, ma participation à cette aventure extraordinaire, ça a été de devenir le chef d'orchestre, vous l'avez compris, de cette magnifique partition écrite par Monsieur Rosenberg et commandée, si j'ose dire, par Monsieur de Végian. Et donc l'idée, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec la donation? Est-ce qu'on va seulement se contenter de ce qu'il y a dedans, ce qui est beaucoup, ou est-ce qu'on va rendre hommage aux donateurs aussi en achetant des œuvres qui vont compléter le discours du musée du Grand Siècle? Évidemment, on ne touchera pas à la collection Rosenberg, mais en revanche, pour cette partie qui est dévolue au XVIIe siècle, il peut être intéressant quand même d'acheter des œuvres d'art qui viennent enrichir notre propos. Parce que Monsieur Rosenberg, comme tous les collectionneurs, il a des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Et donc, bien sûr, dans sa collection, il y avait beaucoup, mais il n'y avait pas tout. Il fallait ajouter des choses. Par exemple, des tableaux, il y en avait presque ce qu'il fallait, mais il y avait des types de peintures qu'il n'aime pas. Et puis, par exemple, il n'y avait pas de sculpture, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait pas de médailles, de gravures, etc. Donc, tout ce qui peut permettre de parler du XVIIe siècle était vraiment, pour nous, un enjeu. Donc, on a commencé par acheter, à l'époque où il y avait des moyens, et on a acquis sur le marché de l'art, que ce soit en vente publique, ou que ce soit, bien sûr, dans des galeries, en France,
en Europe et aux États-Unis. On a acheté plusieurs fois aux États-Unis des œuvres qui sont venues donc appuyer notre discours. Un premier exemple, c'est le premier tableau qu'on a acheté en 2019. C'est une scène avec, vous voyez, quelqu'un qui s'est fait voler son argent par un, un petit voleur de rue avec la bourse. Et ici, il sort son couteau pour se défendre. Mais il y a quelque chose évidemment de curieux dans ce tableau, c'est que personne n'est habillé comme ça dans Paris au XVIIe siècle et les couteaux sont en bois. Eh bien, en fait, c'est une scène de théâtre. Ils sont en train de jouer une pièce de théâtre d'un monsieur qui se fait prendre son argent et puis tout le monde se moque de lui. Vous voyez les deux figures. C'est un tableau caravagesque, très concentré dans sa composition. Et ça, Monsieur Rosenberg n'avait pas de tableau comme cela, des tableaux qui montrent des scènes de genre, en fait, hein, qui permettent de parler du théâtre populaire, qui est un sujet très passionnant. Au XVIIe siècle, les gens adorent le théâtre, mais personne ne va au théâtre parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de théâtre payant avec des places comme on le fait aujourd'hui. Donc, il y a que le théâtre de rue pour les gens du peuple. Donc, voilà un tableau qui a beaucoup de sens, indépendamment du fait qu'il est très beau. On a acheté aussi des portraits pour incarner, pour donner de la chair à ce XVIIe siècle. Là, vous avez deux personnages importants. Le neveu de Sully, Sully, c'est le grand ministre de Louis XIV, d'Henri IV, pardon. Et ça, c'est son neveu qui était un militaire. Et c'est un tableau qu'on a acheté, c'est Philippe de Champaigne. Et on l'a acheté parce qu'il représente vraiment l'aristocratie. Regardez la manière arrogante avec laquelle il pose son regard sur nous, qui sommes de petites crottes, hein. Vraiment, il est très sûr de sa supériorité. Et puis à droite, vous avez un merveilleux portrait d'un petit abbé, certainement vu la croix de pierrerie, un abbé très riche, donc un fils d'une grande famille française, de l'aristocratie, qui a été placé dans un couvent ou dans une abbaye pour toucher l'argent de l'abbaye, en l'occurrence, un système assez pervers qui a été inventé à la Renaissance. Et donc c'est un prince de l'Église, en fait, que ce petit jeune homme, hein, qui est peint par Largillière. Et puis on a acheté aussi à une grande collectionneuse américaine un portrait de femme qui vient de s'asseoir après avoir dansé. Elle a enlevé son masque qu'elle tient à la main. Elle est habillée à l'espagnol, qui est un costume presque décoratif, hein, pour le bal. On est à la fin du règne de Louis XIV. Et c'est un tableau assez merveilleux parce qu'elle ne vous regarde pas, elle regarde par-delà votre regard. Elle regarde au-dessus de votre tête, en fait. Et elle est un peu pensive. C'est une sorte de Joconde pour nous, parce que c'est un grand tableau très monumental, très bien peint et qui parle aussi de la mode, parce que Paris est déjà la capitale de la mode au XVIIe siècle. Ce qui est important aussi pour nous, c'est d'acheter des décors qui proviennent de grandes maisons, que ce soit des hôtels à Paris ou des châteaux. Vous le savez, on faisait souvent faire des décors par des grands artistes, et puis ensuite, ben, quand le goût changeait, le décor était enlevé et on récupérait les tableaux. Ou alors, quelquefois, c'était détruit complètement, hein. Et donc, on a eu la chance d'acheter des œuvres assez importantes. À gauche, un dessus de cheminée qui représente une scène tirée de l'histoire de Rome de Tite-Live, une histoire assez tragique de mort. Le dessin préparatoire de ce tableau est conservé au Getty à Los Angeles. Et puis à droite, c'est un tableau vraiment important qu'on a pu acheter, qui est un décor qui était dans la chambre du cardinal Mazarin dans sa maison à Paris. Il avait un hôtel particulier derrière le Palais Royal, qui existe encore, mais tous les décors ont été enlevés au XVIIIe siècle. Et ce plafond, qui représente la justice, une allégorie de la justice, a été sauvé et il est devenu un tableau de chevalet. Donc il se balade aujourd'hui et il est arrivé sur le marché de l'art où nous avons pu l'acheter. Monsieur Rosenberg n'avait pas non plus de peinture topographique. Bon, pour lui, c'est pas vraiment de la peinture, voilà. Il considère que c'est décoratif. Mais pour nous, c'est très important parce que c'est un château de l'Île-de-France, qui est un château d'un grand personnage de l'État, qui est au premier plan en train de faire la visite avec ses amis. Il s'agit du chancelier de France. Le chancelier de France, si vous connaissez l'ancien régime, c'est le deuxième personnage de l'État après le roi. Et il est inamovible, on ne peut pas le renvoyer. C'est un ministre de la Justice qui est nommé pour toute la vie. Donc vous ne pouvez pas le manipuler, il est indépendant puisqu'il est nommé à vie. Et ça, c'est son château de Pontchartrain dans les Yvelines, ça existe encore au sud de Paris. Et ce tableau m'intéressait parce que vous voyez le jardin. En fait, c'est le portrait d'un château et le portrait de son jardin. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce jardin? Ben, on voit un grand jardin de Le Nôtre avec ses perspectives à l'infini qui sont la caractéristique du jardin français. Le jardin français, c'est pas les petites broderies comme en Italie, parce que ça, les Italiens font aussi bien que nous. C'est vraiment cette idée de mettre tout le grand paysage dans la perspective de la demeure, hein. Et c'est ce qu'on voit sur ce tableau qui est tout à fait magnifique et qu'on a prêté à Stockholm il y a 2 ans pour la grande exposition du National Museum sur les jardins. Et puis voilà un tableau qu'on a acheté à New York. Voilà, un tableau qui était dans la famille d'un grand marchand franco-américain, Jacques Seligman, qu'il avait emporté aux États-Unis en 1950. C'est un tableau de Laurent de la Hire qui représente une allégorie. Alors ne croyez pas que je fasse de la provocation.
et que je cherche à critiquer qui que ce soit aux États-Unis ou en France, mais il s'agit d'une allégorie du bon gouvernement. Et qu'est-ce que c'est que le bon gouvernement? C'est la force avec la pique et c'est l'argent avec les clés du coffre-fort. Parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas être fort. Et ça, c'est évidemment une chose qui fait sourire beaucoup nos visiteurs aujourd'hui. De la sculpture aussi, je vous le disais, l'image du roi s'est multipliée au XVIIe siècle. On a de plus en plus reproduit le roi. Ça fait partie de cette monarchie absolue qui se montre comme un système de pouvoir. Donc un médaillon de Pierre Puget de Louis XIV à gauche et à droite un médaillon de bronze sur marbre dans quelque chose du goût de Versailles, hein, et qui est le fils de Louis XIV. C'est une œuvre que nous avons prêtée actuellement à l'exposition au château de Versailles sur le Grand Dauphin. Donc c'est le nom de ce fils de Louis XIV, Louis de France, qui n'a jamais été roi puisque son père est mort après lui. Le Louis XIV est un personnage évidemment assez central. Vous le voyez ici dans des statuettes. À gauche, c'est une statuette qui le représente à cheval. C'est la réduction d'une énorme statue qui était conservée à Lyon, sur une place. Toutes ces statues ont été détruites à la Révolution par les républicains, mais il reste des statuettes qui étaient collectionnées. Et à droite, c'est une chose moins sympathique, évidemment, puisque c'est Louis XIV qui écrase un monstre coupé en morceaux, et ce monstre, ce sont les protestants. Donc c'est l'intolérance religieuse qui est montrée à travers cette statuette, puisque Louis XIV a aboli en 1685 un acte très important qui était l'édit de tolérance de Nantes, l'édit de son grand-père Henri IV, qui autorisait le culte des protestants à côté du culte des catholiques. Lui décide qu'il ne doit y avoir que des catholiques, donc c'est le point de bascule de l'intolérance religieuse en France. Il faudra attendre le règne de Louis XVI pour qu'on redonne des droits aux protestants et aux juifs, mais là vraiment il y a l'intolérance religieuse. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que un musée d'histoire, un musée qui parle d'une époque, c'est forcément un musée qui doit dire tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce n'est pas un musée qui dit c'est formidable, Louis XIV, ou qui dirait, attention, c'est monstrueux Louis XIV. Non, ça, c'est pas du tout la façon dont on travaille. Il y a un biais en ce moment dans les musées, et les Américains nous ont pas aidés là-dessus, qui est de faire de la moralisation et de la politique dans les musées. De dire qu'il y avait des choses horribles dans le passé et qu'il faut les condamner aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est pas du tout ma philosophie, hein. Moi, je suis historien, je suis pas juge d'instruction, je suis pas avocat, je fais pas de procès, ils sont tous morts. J'essaye de comprendre l'histoire et j'essaye ensuite de la transmettre au public. Donc, bien sûr qu'on parle de la gloire et on parle des fautes. Bien sûr qu'on parle du code noir, de l'esclavage, parce que ça fait partie de l'histoire du XVIIe siècle. Et il n'y a rien à cacher, tout ça est connu, tout ça est étudié, et il faut être juste. Et il faut pas prendre le public pour un imbécile et lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que ça, c'est pas le travail des musées, hein, c'est le travail des partis politiques. C'est autre chose. Il faut pas tout mélanger. Et aujourd'hui, il y a un grand mélange dans les musées. Et ça, je ne crois pas du tout que ce soit une bonne chose. Alors encore des sculptures. Je vous montre ici un médaillon qui revient aussi des États-Unis, qu'on a acheté sur la côte Est, qui est une figure d'Uranie, qui est la muse de l'astronomie. On a une passion au XVIIe siècle pour les planètes. On commence à avoir des instruments d'observation, de lunettes extrêmement performants. Et donc, on découvre des planètes. Et puis, à droite, c'est le fondeur des canons du roi, qui était un Suisse qui était venu travailler à Paris qui s'appelle Keller et qui a été le grand fondeur des canons de Louis XIV. Le canon, vous savez, Richelieu disait, c'est le dernier argument des rois, hein. Et bien, ces canons étaient si beaux qu'on les appelait les canons Keller. C'est un modèle de l'armée française. Et il y en a aux Invalides à Paris. Et on a acheté aussi des choses qui sont moins attendues peut-être en apparence, hein. C'est par exemple, pour parler de la science, il faut acheter des instruments scientifiques, hein, comme ici ce lunarium à gauche, qui est un objet qui sert à calculer les éclipses de la Lune. Ça a été inventé par un professeur de mathématiques et ça a été offert au roi à Marly, au château de Marly, en 1704. Donc c'est un objet assez précieux en réalité, hein, qu'on a acheté chez un grand marchand parisien. Et à droite, c'est un petit objet. Alors ne me demandez pas comment ça marche, mais quand vous êtes en mer, si vous êtes perdu, en travaillant avec le soleil, vous arrivez à savoir exactement sous quelle latitude et longitude vous vous trouvez. Ça s'appelle un anneau équinoxial qui vous permet de calculer votre position quand vous êtes perdu en mer. Mais même en achetant beaucoup d'œuvres avec beaucoup d'argent, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs notre cas, on ne pouvait pas complètement parler du grand siècle de manière complète. Donc il fallait aussi aller voir les autres musées français et leur dire, est-ce que vous avez pour nous des œuvres
que vous pourriez nous déposer pendant une période de 5 ans, de 10 ans, et qui nous aiderait à construire notre parcours. Et là, je dois dire, et je voudrais rendre hommage à tous mes collègues des autres musées français, il y a eu une immense générosité. On nous a fait bon accueil parce que, évidemment, toute la générosité de Monsieur Rosenberg, qui s'est occupé de tous les musées, qui a fait des acquisitions pour tout le monde quand il était le grand patron du Louvre, eh bien, c'est revenu vers lui. Et tout le monde a dit, bien sûr, on veut aider ce musée créé par la donation Rosenberg. Et donc, j'ai reçu des appels des collègues qui m'ont dit, on a un tableau pour toi, il faut le restaurer. Bon, on l'a pas accroché parce qu'il est abîmé, mais il est pour toi. On a une statue qu'on n'a jamais montrée, on ne sait pas où la mettre, prends-la. Et on a eu cette générosité, hein, ce qu'on appelle en français des dépôts, hein. Et regardez par exemple ce tableau, c'est le fils, le revoilà, le fils de Louis XIV. Grand format, hein, 4 mètres de large. Bon, des tableaux de 4 mètres de large, il n'en passe pas sur le marché. C'est très difficile d'acheter un grand format. Eh bien, là, il était dans un musée, mais caché derrière un mur. Eh bien, le musée nous l'a déposé. Donc, on a fait restaurer, bien sûr, c'est la règle. Mais maintenant, on a un magnifique tableau qui représente la famille royale, le fils de Louis XIV, sa femme, qui est une Allemande, et ses 3 enfants. 3 garçons dont aucun ne régnera, sauf le petit garçon qui est au centre en bas et qui deviendra le roi d'Espagne, Philippe V, c'est-à-dire l'ancêtre de Philippe VI, le roi actuel. Et donc, ça nous permet, un tableau comme ça, de parler de Louis XIV et de sa famille, mais aussi de l'Europe, bien sûr. Et le château de Versailles, puisque je l'ai cité, nous a très généreusement prêté une vingtaine de tableaux, dont un grand portrait équestre de Louis XIII, très chic, et un portrait de pape pour parler de l'Église et du rapport de Paris et de Rome, qui est un rapport extrêmement conflictuel. Les Français et le pape, ça marche pas très bien, hein. Tous les Français quasiment sont catholiques, mais le pape, c'est le chef des catholiques et c'est un chef d'État. Donc c'est toujours problématique pour les rois de France d'avoir un personnage qui est à la fois au-dessus et à côté d'eux, hein. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a aussi des particuliers qui nous ont dit, mais écoutez, j'ai envie de vous aider. Donc, on a des particuliers qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, j'ai un tableau dans ma chambre, dans mon salon, dans mon château, en province, et finalement, il sera mieux chez vous. Voilà. Et cette générosité-là, je voudrais aussi vous dire à quel point elle nous touche, parce que c'est merveilleux. Les gens se séparent d'une œuvre d'art, ils en gardent la propriété, mais elle est accrochée chez nous. Voilà. Donc un grand tableau de François Perrier à gauche, le sacrifice d'Isaac, et puis à droite, Apollon et Daphné, une scène tirée des Amours des dieux d'Ovide, quelque chose de très sensuel, la peinture française de Louis XIII, tableau qu'on n'avait pas du tout dans nos collections. Et puis on a enfin des donations. Les donations, c'est des gens qui là vont jusqu'à offrir une œuvre comme ça, et quelquefois sans contrepartie. Et c'est souvent des gens qui ne sont pas des gens très riches. C'est ça que je trouve aussi assez formidable. C'est pas des milliardaires qui nous disent, OK, je t'aide. Non, non, non. Ce sont des gens qui vous disent, j'ai un tableau qui a été dans ma famille, on ne sait pas pourquoi, ma grand-mère l'avait acheté, il a été gardé dans un coin du salon. Eh ben, je vous le donne. Voilà. Et c'est le cas, par exemple, de ces 2 tableaux qu'on a restaurés. Regardez la qualité, hein, parce que quelquefois, quand on vous donne une œuvre, elle est un peu abîmée, n'a jamais été nettoyée. Et là, on a quelque chose d'assez extraordinaire. La donation à gauche, c'est la veuve de Patrick Devedjian, Sophie Devedjian, qui nous l'a offert. Donc je voudrais saluer ce geste. Elle l'a fait en mémoire de son mari, notre créateur. Et à droite, c'est un monsieur qui habite à côté du parc de Sceaux, qui est venu voir notre petit pavillon de préfiguration et qui a dit, bah, finalement, j'ai un tableau, il n'est pas bien chez moi, je vous le donne. Voilà. On l'a restauré et est apparu cet extraordinaire bouquet et ce tapis. C'est un peintre qui s'appelle Jean-Baptiste Monnoyer et qui est le peintre des fleurs, des gobelins, sous Louis XIV. Il a beaucoup travaillé à Versailles. Et puis, il y a un monsieur dont le père avait acheté des meubles dans les années 80 du XXe siècle. Et les meubles, c'est un marché très compliqué, d'abord parce que ça vaut très cher, et ensuite souvent parce qu'il y a beaucoup de faux, beaucoup de choses qui sont très restaurées de manière quelquefois un peu douteuse. Et donc là, on a vécu une aventure merveilleuse avec un monsieur qui nous a donné 25 meubles achetés par son père, dont ce merveilleux bureau Mazarin, attribué à un artiste qui s'appelle Nicolas Sajot. Et il ne voulait surtout pas les vendre. Il voulait les donner à un musée. C'est bouleversant de générosité et de générosité qui permet une transmission et du plaisir pour le public. Alors, maintenant que je vous ai parlé de la collection, je vais vous parler un tout petit peu d'architecture. Parce qu'un musée, c'est forcément un lieu. C'est une collection, c'est un propos, ce que je viens de vous exposer, mais c'est aussi un lieu. On ne peut pas être ex nihilo.
Alors, on aurait pu construire un bâtiment neuf, mais c'était pas l'idée. L'idée, c'était de récupérer un bâtiment existant que le département avait acheté et qui est devant vous et qui est donc la caserne, l'ancienne caserne de Saint-Cloud. Alors, je vous ai mis des petits points des petites flèches pour vous compreniez. C'est l'ancien château de Saint-Cloud qui a disparu avec son parc. Et nous sommes en fait la caserne qui protégeait le château, hein. Au 19e siècle, le roi a été craintif et donc il a voulu une caserne avec ses soldats préférés pour se protéger des Parisiens qui étaient un peu révolutionnaires, comme vous le savez. Alors, cette photo aérienne, je vous l'ai montrée parce que vous reconnaissez la scène et le bâtiment que je vous ai montré au début. Mais il y a un élément nouveau que vous n'aviez pas vu tout à l'heure, une autoroute. Malheureusement, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, les ingénieurs français ont décidé de faire la première autoroute française en plein milieu de cet extraordinaire site de Saint-Cloud qui est complètement abîmé par l'autoroute. Alors je ne sais pas si elle disparaîtra un jour, mais pour l'instant, nous, on essaye d'améliorer tout le quartier, de refaire la place qui est en bas avec le bouquet d'arbres, de replanter une partie du parc qui est complètement aujourd'hui désertique. On va essayer de regagner la berge de la Seine avec une promenade, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des péniches qui bloquent l'accès au fleuve. Bref, on essaye de donner un peu d'harmonie et de beauté dans un endroit qui a été quand même abîmé par les Trente Glorieuses et cette autoroute qui a été terminée dans les années 1970. Le bâtiment qui nous a été donné, c'est un beau bâtiment, c'est une caserne royale qui a été construite en 1825 pour le dernier roi de France, qui s'appelait Charles X, qui était un personnage intellectuellement assez faible, qui avait bon goût et qui adorait venir habiter à Saint-Cloud pendant les vacances d'été, si on ose dire. C'était un peu comme Camp David par rapport à la Maison Blanche, hein, une sorte de maison en dehors, de campagne, avec un parc. Et il a demandé à ce qu'on construise cette caserne pour ses soldats préférés, ses gardes du corps. D'où le fait que c'est un bâtiment extrêmement noble avec cette grande façade dotée d'un fronton monumental qui vous montre un peu qu'il s'agit d'un bâtiment royal. Et puis, quelques années après, Napoléon III, le dernier souverain français, le dernier empereur, qui, vous le savez, a été renversé par la guerre contre la Prusse en 1870 et qui a été arrêté par les Allemands et exilé ensuite, eh bien, a fait ajouter un autre bâtiment, qui est un bâtiment historique, en 1855, qui est une gendarmerie impériale, donc pour les gendarmes de sa garde. Et donc ces deux bâtiments font partie du patrimoine de cet ensemble qui nous a été affecté pour créer le musée. Alors, comme je suis spécialiste d'architecture, comme l'a gentiment rappelé Russell tout à l'heure, c'était la partie où je me sentais évidemment le plus légitime et donc je suis beaucoup intervenu sur le chantier, d'abord en rédigeant le projet d'architecture. Et donc ce que vous avez là, c'est le résultat du concours et qui a été remporté en 2022 par un architecte qui est très connu en France, peut-être pas aux États-Unis, mais peut-être vous avez déjà vu ces bâtiments. Il s'agit de Rudy Ricciotti, qui est un Marseillais et qui a construit à Marseille justement le Mucem, qui est ce bâtiment en béton noir, et qui a agrandi le Louvre en réalisant, il y a 20 ans maintenant, le département des arts de l'islam, qui est aussi un endroit assez magique. Alors, l'idée, c'était de ne pas démolir les bâtiments historiques, qui étaient des bâtiments pour moi de bonne qualité, donc vous reconnaissez le grand bâtiment de la caserne et la gendarmerie. Il n'était pas très compliqué de penser qu'on pouvait mettre le musée dans la grande caserne et le centre de recherche à part, dans une petite maison avec un jardin. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Et il y avait la possibilité de créer un nouveau bâtiment que vous apercevez en bas à gauche de l'image. Un nouveau bâtiment qui ne devait pas être, c'était très important pour moi, la vedette. Le problème de l'architecture contemporaine dans le patrimoine, c'est quand elle prend le lead et qu'elle devient l'objet majeur. Euh, Vous avez un exemple très célèbre au Louvre. La pyramide du Louvre est devenue le Louvre. C'est-à-dire que personne ne regarde plus les façades du Louvre. Il y a un focus qui est fait par le touriste qui veut absolument rentrer par la pyramide, même s'il y a une autre porte, même s'il y a la queue pendant 3 heures sous la pluie. Et donc, la pyramide a pris la place d'une partie de l'histoire du Louvre. Ici, j'avais demandé que le bâtiment contemporain ne soit pas la vedette, qu'il soit au service du patrimoine. C'est pourquoi, vous ne le voyez pas sur le plan, mais il est plus petit, plus bas, et il n'est pas celui qui s'impose dans le paysage, hein. Celui qui s'impose, c'est le grand monument, la caserne musée. Alors voilà les projections. Alors ce ne sont pas des photos, hein, ce sont des vues de synthèse qui ont été présentées au concours d'architecture. La façade restaurée avec obligation de faire une restauration monument historique, avec les matériaux anciens, les fenêtres en bois, les ardoises, la pierre de taille, bref,
une restauration dans les règles de l'art, comme on dit, un bâtiment qui a sa cour, puisque dans les casernes, il y a toujours la cour pour le défilé des soldats, pour évidemment la question aussi de l'exercice sportif. Et puis, des nouvelles entrées ajoutées aux entrées existantes vers le parc de Saint-Cloud, qui n'est pas un domaine qui nous appartient, qui appartient à l'État, mais avec un accord entre les deux administrations pour pouvoir faire la jonction pour le public. Et vous voyez sur cette image de synthèse, je suis à l'opposé de l'entrée, et vous reconnaissez la gendarmerie, le centre de recherche, le musée au fond et le bâtiment contemporain, avec ces grands arbres en béton blanc, qui est un béton moulé, sans métal, extrêmement original, qu'a inventé Rudy Ricciotti, et qui permet de faire donc un alignement d'arbres en béton blanc qui s'inscrit dans les alignements paysagers du parc de Saint-Cloud. Ça, c'est une vue d'ordinateur de ce que sera demain la place qui est devant le musée. Aujourd'hui, c'est une place qui est totalement dévolue à la voiture, tout à fait dangereuse pour les piétons. Et donc, on va détruire cette place dans 2 mois pour refaire une place piétonne avec des vélos, avec des arbres, avec du calme. Et les voitures sont à côté. Et on a ainsi une possibilité d'avoir une sécurisation des accès du musée et moins de voitures et plus de mobilité douce, comme on dit aujourd'hui. Alors, je vous ai pris quelques photos, puisque je suis toutes les semaines sur le chantier avec mon casque, parce que quand on fait un musée, il faut pas couper les choses en morceaux et ne s'occuper que d'une chose. Ça, c'est très dangereux. Euh, Si on surveille pas l'architecture, il se passe toujours une catastrophe. C'est comme quand vous faites des travaux dans votre salle de bain. Et surtout évidemment, il faut connaître les choses. C'est-à-dire que si on vous livre un bâtiment fini et vous savez pas où est le transformateur électrique, où sont les alarmes, comment ça fonctionne, pourquoi cet escalier est là et pas ailleurs, vous allez être en difficulté. Il faut vraiment pouvoir maîtriser le bâtiment. Alors voilà les fameux arbres en béton, hein. À gauche, c'est un tronc, vous voyez, puis ensuite on pose ce qu'on appelle la canopée, le houppier, et tout s'assemble pour former donc cette couronne d'arbres de béton qui va entourer le bâtiment moderne, qui abrite la restaurant, le cafétéria, etc. Et vous voyez, cette résille de béton, elle se retourne sur le toit. Donc voilà le bâtiment moderne, vous voyez, ça c'est une photo que j'ai prise dessus. Il est très largement inférieur à la caserne, hein. Il n'arrive qu'au rez-de-chaussée de la caserne. À l'intérieur de la caserne, il a fallu procéder à des opérations un petit peu lourdes, puisque en fait, c'était des chambres pour les soldats, des petites chambres de 4 lits, alignées tous les 4 mètres. Donc ça faisait évidemment une organisation intérieure qui n'était pas possible pour un musée. C'était à la fois trop petit et trop bas de plafond. Donc on a fait démolir l'intérieur à 80% et on a refait un intérieur qui comporte non pas 4 étages, mais 2. Et ce faisant, vous le voyez sur la vue de droite, nous avons des grandes salles qui font 7 mètres de haut. Parce que dans un musée comme le musée du Grand Siècle, on a besoin de place. Parce qu'il y a des grands tableaux, il y a des grandes sculptures. Tout ça nécessite vraiment des espaces. La beauté de l'architecture, c'est l'espace, évidemment. Donc, c'est pas des petites pièces, c'est vraiment quelque chose de monumental. Et là, j'ai fait un petit jeu avant-après, euh, mais c'est tout à fait ce qui est en train de se passer, hein, c'est pas un mensonge, hein. Vous avez à gauche l'état des anciennes écuries du roi, puisqu'il y avait les chevaux au rez-de-chaussée et les hommes dans les étages, et à droite, ce que sera le musée, c'est-à-dire l'entrée du musée où on a conservé toutes les arcades des écuries et on les a restaurées pour créer le hall d'entrée du musée. Voilà. Et vous avez ici la banque avec l'accueil et l'information. Tout ça, c'est des images évidemment virtuelles, hein. Ce qui a fait gagner l'architecte, c'est le grand escalier monumental en béton à double révolution suspendue. Donc ça, c'est un ouvrage d'art qui va être assez spectaculaire à réaliser. Ils ont commencé le coulage du béton cette semaine. C'est un peu virtuose, hein. Tout le monde est très, non pas inquiet, le terme serait trop fort, mais tout le monde regarde ça avec beaucoup d'attention. Il a fallu 1 an de calcul d'ingénieur pour que ça tienne. Voilà, qu'on soit sûr que ça tienne et que le public puisse comme ça danser dans l'espace de ce grand escalier. Il n'y avait pas d'escalier dans le bâtiment existant et je voulais absolument qu'il y ait un bel escalier. Et puis à l'intérieur, vous avez les grandes salles qui sont aujourd'hui modélisées complètement. Donc ce sont des images de synthèse, bien sûr, avec tous les tableaux qu'on a achetés, qu'on nous a prêtés, qu'on nous a donnés. Et donc vous avez ici le parcours. Alors un exemple de salle, hein, le triomphe de la religion catholique,
les images du pouvoir royal, la guerre et la paix, puisque c'est un moment de guerre très important. Le grand siècle, ils ont été quasiment en guerre tout le temps, hein. La question des manufactures, la tapisserie, la fabrique des meubles, qui sont très importantes, les gobelins, le spectacle, au XVIIe, la comédie française, l'opéra, la danse. Louis XIV était un grand danseur, vous le savez. Et puis, bien sûr, la question de la peinture. Non pas la peinture comme délectation, mais qu'est-ce que c'est que peindre au XVIIe? Les genres en peinture, le portrait, le paysage, le tableau biblique. Et vous reconnaissez peut-être, si vous avez gardé le souvenir, de la justice de Mazarin que je vous ai montré tout à l'heure. On va la remettre au plafond exactement comme elle était présentée dans la chambre de Mazarin, à 5 mètres du sol, qui était la position pour laquelle le peintre a fait les déformations de la figure de la justice. Voilà. Donc, aussi remettre les tableaux en situation pour expliquer au public comment fonctionne un tableau au XVIIe siècle. Alors, je vous ai mis cette timeline pour vous montrer que voilà, on n'est pas très loin de la fin, mais il y a encore 2 années extrêmement lourdes, hein, avec la nouvelle place qui va être aménagée cette année, la livraison du bâtiment l'année prochaine et l'ouverture en 2028. Vous voyez qu'on a suivi vraiment un parcours assez balisé, tout ça évidemment qui respecte les règles d'administration et les marchés publics français, puisque c'est de l'argent public. Voilà, je vous ai mis quelques éléments. Le prix, tout ça coûte beaucoup d'argent. Vous voyez qu'on a eu de l'ambition, les mètres carrés, les œuvres, et puis mon équipe que j'ai eu la chance de pouvoir recruter intégralement, puisque quand je suis arrivé, j'étais tout seul, j'étais un général sans soldats, et j'ai recruté toute mon armée. Et donc aujourd'hui, on est 22, et demain, on sera 32 à nous occuper vraiment du cœur scientifique et culturel et médiatique du musée. Voilà, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site internet ou sur le site des Amis qui a une page pour les donateurs américains. Je dis ça, mais évidemment, c'est très mal poli de ma part de conclure comme cela. Donc je vais conclure en vous remerciant de votre attention et en vous disant, encore une fois, que nous avons la chance de vivre une immense aventure intellectuelle et humaine et que ce nouveau musée, je l'espère, saura vous séduire et séduire le public qui aime l'histoire et qui aime la beauté. Formidable, Alexandre. C'était absolument formidable. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup appris. Il y a plusieurs questions intéressantes, évidemment. Donc, vous avez fait beaucoup d'acquisitions. C'est impressionnant pour compléter la collection de Monsieur Rosenberg. Et d'où est-ce que vous avez tout acheté aux ventes aux enchères ou comment trouvez-vous ces œuvres? Alors, on était dans l'idée qu'il fallait bien sûr acheter dans des ventes aux enchères parce que le prix est évidemment plus facile que dans une galerie où il y a évidemment un marchand avec une marge, etc. Mais la difficulté qu'on avait, c'était qu'on ne sait pas ce qui va sortir sur le marché de l'art. Et donc, si on attend, on peut avoir de la chance et on peut aussi ne rien voir pendant un an. Et Ouais. donc, on a finalement décidé quand même d'aller dans des galeries parce qu'on avait souvent des cibles. On Mhm. voulait un Ah, tableau de tel artiste parce qu'il n'était pas dans la collection. On ouais. voulait, par exemple, vous voyez, le premier tableau que je vous ai montré, on l'a payé plus que son vrai prix. Ah, La d'accord. notion de vrai prix est idiote, mais enfin, je veux dire par là, l'artiste n'avait pas ce prix-là avant nous. Mais il nous fallait ce tableau parce qu'il était unique dans le paysage des ventes à ce moment-là. Vous voyez? Donc ça a été un mixte. On a acheté en vente publique, je dirais, pour 30% et 70% en galerie. Ou à D'accord. des particuliers. On a acheté aussi quelquefois à des particuliers. Oh là là. Ouais, Donc, ouais. vous avez une équipe dédiée aux acquisitions? Alors moi, c'est la seule partie que j'aime faire en dehors de toute l'administration et la politique. Et donc je m'en Ah, occupe beaucoup, mais j'ai des conservateurs de peinture, conservateurs de dessin, conservateurs de sculpture qui font le travail avec moi. Et d'accord. on a un comité d'acquisition, bien sûr. Si le comité n'est pas d'accord, on n'achète pas. Ah, d'accord. Ah Intéressant. oui, oui. Pour Ce moi, qu'on c'était appelle- important. C'était important. Voilà. euh, et c'est financé comment, ces acquisitions? Alors, c'est financé à 100% par le département des Hauts-de-Seine. Oh là là. On a reçu 3 subventions, une de l'État et 2 de la région Île-de-France, mais dans des proportions évidemment qui sont très modestes hein, par rapport à tout ce qu'on a investi comme argent public, hein. Mais c'est l'argent du département. Et les grandes sociétés, les grandes entreprises françaises qui soutiennent des acquisitions dans plusieurs musées, se sont pas encore manifestés. Alors, c'est une question redoutable parce qu'on a un chargé de mécénat aujourd'hui, mais la difficulté qu'on a, c'est que le musée n'est pas ouvert.
Donc beaucoup Oui, de gens nous disent, bah, attendez, il faut voir un peu déjà les choses, hein. Et oui, par ailleurs, tu l'as dit, hein, il y a beaucoup de grandes sociétés qui aident les musées. Et en fait, comme en France, il n'y a pas beaucoup de gens très riches, bah, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Et donc, il y a une concurrence terrible entre les musées pour aller voir Monsieur Bernard Arnault, pour ne pas le citer, LVMH, etc. Et donc, oui. c'est une difficulté aujourd'hui d'arriver autour d'une table où tout le monde est déjà en train de manger. Voilà. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et tu as expliqué qu'il y a beaucoup de dépôts Oui. des œuvres d'autres musées français. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a des dépôts et pas des sessions? Alors, en fait, dans la loi française, on ne peut pas euh, prendre un tableau dans un musée et le donner à un autre musée. C'est interdit parce que la propriété est affectée au musée avec un numéro. Et donc, on peut prêter pour une exposition, on peut déposer pour 5 ans, 10 ans, mais c'est toujours la propriété du musée d'origine. Pour qu'il y ait un transfert de propriété, il faut faire vraiment une démarche très particulière et ça se fait surtout de l'État vers les collectivités, pas entre collectivités. Ok, Donc c'est un système qui est un peu plus contraignant, mais chacun garde sa collection Mhm. et il la dépose ou il la prête, mais il ne la cède pas. Et on peut déposer pendant une période indéfinie ou faut-il avoir un terme? Alors, au 19e siècle, il n'y avait pas de terme. Par exemple, le Louvre a déposé des tableaux dans les années 1840 qui sont toujours dans les musées aujourd'hui. Donc, c'est Mhm. presque 180 ans. Mais aujourd'hui, il y a des règles. On fait des conventions de 5 années renouvelables autant de fois qu'on veut. Ah, Voilà. d'accord. OK. La caserne de Saint-Cloud est magnifique, c'est énorme. Il Mhm. semblerait que Charles X avait besoin de beaucoup de gendarmes Oui. avec lui. Mais c'est magnifique. Nous avons visité le parc Saint-Cloud et c'est magnifique et c'est pas si difficile que ça d'y arriver. Tu as, Non, tu as absolument. mentionné le fait qu'il y a un métro qui Oui. arrive à Saint-Cloud et puis on traverse, il y aura toujours un tunnel pour accéder au parc ou comment Non, faire? non, 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 on va démolir ce tunnel et on va, grâce à la nouvelle place, on arrivera de plein pied. On va refaire vraiment quelque chose de digne parce qu'aujourd'hui, l'état de la place est vraiment pas satisfaisant pour le public. Donc, ce Mhm. petit tunnel que tu cites, qui est affreux, là, tout ça va disparaître dans quelques semaines, là. On attend ce moment vraiment avec impatience. Et comment s'appelle la station métro? Elle s'appelle Boulogne-Pont de Saint-Cloud. C'est le terminus de la ligne 10. D'accord, Voilà. ok. Et il y a un nouveau métro qui va arriver, la 15, parce que pour ceux qui suivent l'actualité française, on a construit des nouveaux métros qui font le tour de Paris sans entrer dans Paris, ce Ah qu'on oui, appelle le Grand Paris. Et ce nouveau métro, la 15, il va arriver à Saint-Cloud, depuis tout le nord de l'Île-de-France. Donc ça va changer complètement le rapport des Parisiens et des habitants de la région à le déplacement. Aujourd'hui, si vous déplacez en banlieue à Paris, vous êtes obligé de repasser dans Paris. Et ok. là, c'est en train de se transformer pour quelque chose de circulaire. Et c'est un grand progrès, il faut dire, pour les habitants de l'Île-de-France. Ouais, ouais, c'est formidable et ça va évidemment faciliter l'accès au Mm. nouveau musée. Et il faut qu'on s'arrête là, mais je veux te remercier infiniment pour cette présentation formidable qui nous a incités tous à découvrir le nouveau musée dans 2 ans, Dans 2 ans, absolument. Ouais. avec beaucoup d'impatience. Merci encore, Alexandre. Merci à vous de cette invitation. Hey, merci to everybody in the audience. And hope to see you next week for our last presentation. This will be by Arthur Dirras, who will tell us about the making and remaking of the Centre Pompidou, which opened 50 years ago. So we have had a wonderful presentation today about a museum that's going to open in 2 more years. And now we'll have our final, which should have been the last presentation on our series, but because of the availability of speakers, it's the second to last. So we hope to see you next week. We will send you a link to this recording right away, also with the links to the Musée du Grand Siècle that Alexandre just showed you and the Amis du Grand Siècle également. So, merci beaucoup encore, Alexandre, et Bye, merci. merci, au revoir. Au revoir.